Donc bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. J'espère que vous m'entendez bien. Alors non, est-ce qu'on peut monter un peu le micro s'il vous plaît, si c'est possible? Donc j'ai pris très au sérieux la mission qui m'a été confiée, donc d'explorer les propositions institutionnelles, c'est-à-dire ce que l'on trouve dans les programmes au niveau des institutions du bloc central, extrême centre, droite et RN. Alors en forme de teaser, je voudrais dire qu'il y a un consensus déjà qui se dégage très très nettement, qui est celui de gouverner sans le Parlement, en particulier par référendum, donc via plusieurs procédures que nous allons pouvoir détailler, et aussi en ayant recours à l'état d'urgence. Donc je reviendrai sur ces deux éléments tout à l'heure. À titre liminaire, que signifie gagner, puisqu'on reste dans la question, dans le titre, que signifie gagner? Est-ce que cela signifie remporter les présidentielles? Donc c'est ce que j'ai envisagé pour ma contribution. Remporter les présidentielles qui généralement donnent à celui ou celle qui remporte les présidentielles un bonus pour les législatives, étant entendu qu'il faut que le nouveau titulaire de la présidence dissolve l'Assemblée nationale. Donc généralement ce qu'on constate, c'est une prime majoritaire pour le parti du candidat qui a remporté la présidentielle, puisque les électeurs qui ont remporté la présidentielle se surmobilisent, alors que ceux qui ont perdu la présidentielle se démobilisent. Donc c'est la raison de cette prime majoritaire que l'on constate avec le placement des législatives après les présidentielles. Alors on a entendu circuler des rumeurs selon lesquelles Emmanuel Macron envisagerait de dissoudre l'Assemblée nationale avant les présidentielles afin de casser cette dynamique. Mais enfin, cette hypothèse semble assez éloignée. Donc, l'hypothèse que je vais envisager ici est la suivante. L'hypothèse dans laquelle soit le RN, soit la droite ou l'extrême centre ou une coalition arrive au pouvoir en se saisissant de la présidentielle et en obtenant, dans le sillage de cette victoire électorale, une majorité à l'Assemblée nationale. Donc, à titre liminaire, la Ve République est un régime qui est particulièrement vulnérable à une dérive autoritaire, une dérive illibérale, une dérive fasciste, dans la mesure où la Ve République offre des pouvoirs au président de la République qui sont absolument inégalés dans les autres démocraties libérales occidentales. Rappelons que nous sommes en régime dit semi-présidentiel. Alors le régime dit semi-présidentiel, c'est le régime dans lequel il y a un déséquilibre fondamental qui est celui du pouvoir de dissolution qui est confié au président de la République, à un président de la République qui est irresponsable politiquement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être renversé par l'Assemblée. C'est la phrase de Emmanuel Macron, qu'il vienne me chercher, évidemment. Donc ce président de la République est protégé. D'autre part, dans ce régime semi-présidentiel, le président a des pouvoirs directs qui ne sont pas contresignés, c'est-à-dire en particulier le pouvoir de nomination du Premier ministre, donc qui est un choix discrétionnaire du président de la République, et puis deux autres pouvoirs sur lesquels on va insister particulièrement, qui sont le pouvoir de convoquer les citoyens pour un référendum, et d'autre part le pouvoir de déclarer discrétionnairement l'état d'urgence et de s'octroyer les pleins pouvoirs. Donc ce régime semi-présidentiel est assez rare dans le monde, c'est une singularité de la Ve République. Le modèle historique, c'est la République de Weimar, qui donc avait exactement la même architecture constitutionnelle que la Ve République, et la Ve République s'en est inspirée, cette République de Weimar qui donnait au président du Reich le pouvoir de convoquer un référendum, le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, le pouvoir également de s'octroyer les pleins pouvoirs. C'était l'article 48 de la République de Weimar, qui est l'inspiration de notre article 16. Aujourd'hui, parmi les régimes semi-présidentiels, nous avons notamment la Russie et la Turquie, donc qui sont deux régimes qui se sont autocratisés en passant par des référendums de type présidentiel, donc le référendum plébiscite typique de la Ve République. Donc c'est une voie d'évolution possible pour notre Ve République. Un deuxième élément qui rend notre Ve République particulièrement vulnérable à la dérive autoritaire, au-delà du régime semi-présidentiel,
c'est ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé, c'est-à-dire un déséquilibre au profit de l'exécutif dans la fabrique et la fabrication des lois. C'est évidemment l'article 49 alinéa 3 et l'ensemble des autres procédures sur lesquelles on va pouvoir revenir, notamment la procédure de l'ordonnance. Donc l'ordonnance par habilitation législative, le Parlement donne au gouvernement le soin de légiférer, mais aussi l'ordonnance par habilitation référendaire, et c'est ça qui va être intéressant peut-être après 2027, c'est-à-dire une habilitation par la voie du référendum au gouvernement de légiférer sans passer par le Parlement. Et donc ça, c'est une proposition que l'on retrouve à droite. Donc, régime semi-présidentiel, parlementarisme rationalisé, et ensuite le président de la République a d'autres pouvoirs très importants, en particulier le pouvoir de nomination. Donc, c'est 1000 postes par an qui sont nommés par le président de la République, qui sont des postes discrétionnaires, révocables ad nutum, c'est-à-dire révocables sans motif, sans besoin de préciser de motif, sont évidemment les ambassadeurs, les préfets, les recteurs d'académie, etc. Il y a aussi les nominations dans les grands corps qui là sont sur mandat, mais qui sont aussi des nominations présidentielles, donc Cour des comptes, Conseil constitutionnel, etc. Ensuite, il y a donc sous la Ve République un autre aspect très singulier qui nous rend particulièrement vulnérables à une dérive autoritaire, illibérale ou néofasciste, c'est le pouvoir de police administrative qui est confié à l'exécutif, en particulier en matière de dissolution d'associations, de dissolution de groupements, voire de dissolution de partis politiques. Vous avez donc ces pouvoirs de police administrative qui sont confiés au gouvernement. Donc, par décret en Conseil des ministres, le gouvernement peut dissoudre les associations, les groupements. On l'a vu, évidemment, ça a été accéléré avec la loi séparatisme. Et c'est tout à fait singulier. Dans les autres démocraties dites libérales occidentales, ces dissolutions, lorsqu'elles existent, sont des dissolutions judiciarisées, c'est-à-dire qu'ils doivent passer par un contrôle préalable du juge pour pouvoir être effectives. Étant entendu que le Conseil d'État en France a dit que, dans un jugement, donc dans un arrêt, il a déclaré possible la dissolution par décret en Conseil des ministres, donc selon la procédure que l'on connaît, des partis politiques. Donc, pour résumer, la Ve République, institutionnellement parlant, elle est particulièrement vulnérable parce qu'il y a les pouvoirs du président de la République, les pouvoirs propres, parce qu'il y a donc ces pouvoirs de nomination du président de la République et parce qu'il y a ces pouvoirs de police administrative, le tout dans un régime semi-présidentiel de parlementarisme rationalisé. Donc, avoir les clés de la Ve République à la suite d'une victoire électorale, même sans majorité absolue à l'Assemblée nationale, ça permet de donner l'ensemble des clés du pays aux partis au pouvoir. Donc, sous la Ve République, on peut dire que chaque élection présidentielle est un enjeu quasi de vie ou de mort de la démocratie. Alors, les dynamiques ont été très bien mises en place sous les quinquennat d'Emmanuel Macron, les dynamiques d'illibéralisme, les dynamiques autoritaires et les dynamiques néofascistes. Alors, je vais un petit peu détailler ces termes. La dynamique illibérale, c'est la dynamique d'adoption de lois qui sont en accord avec la Constitution, mais qui ont un contenu illibéral. On peut évidemment penser à toutes les lois d'état d'urgence, de pérennisation de l'état d'urgence dans notre droit commun. Donc, c'est la loi SILT de 2017 qui va pérenniser les mesures de l'état d'urgence, le fait que le préfet puisse assigner à résidence, puisse notamment fermer des lieux de culte, puisse également décréter des périmètres de protection, puisse placer en assignation à résidence des personnes, etc. L'ensemble de ces mesures-là, c'est la dérive illibérale. Donc, tous ces outils juridiques, ils sont déjà en place lorsque, demain, en 2027, un parti autoritaire pourrait arriver au pouvoir. Ensuite, il y a les dérives autoritaires qui ont déjà été mises en place par le gouvernement actuel.
Ici, il s'agit de violation de la Constitution, de violation directe de la Constitution. Donc ça a été mis en place par Emmanuel Macron. On l'a vu pour la dissolution. Donc lors de la dissolution de 2024, le président de la République n'a pas procédé aux consultations qui sont requises par la Constitution, c'est-à-dire les consultations de l'article 12, président des assemblées et Premier ministre. Cela crée un précédent, évidemment, pour le prochain gouvernement de pouvoir procéder à des dissolutions contre l'avis du Parlement, contre l'avis du Premier ministre. Par ailleurs, le gouvernement a également tordu l'esprit de la Constitution sur la nomination du Premier ministre, puisque le président de la République, Emmanuel Macron, a refusé de nommer un Premier ministre après la victoire électorale du NFP, pendant ce qu'il a appelé la trêve estivale, et ensuite il a nommé des Premiers ministres minoritaires, les soumettant à la motion de censure. Ce qui crée également un précédent pour l'avenir. Disons que nous ayons une hypothèse dans laquelle un parti remporte les présidentielles. S'il n'obtient pas la majorité à l'Assemblée nationale, eh bien, rien ne lui empêche de procéder comme Macron, c'est-à-dire de refuser de nommer un Premier ministre qui soit donc issu d'un parti ayant remporté les élections, également de proposer un Premier ministre qui sera minoritaire, quitte à essuyer motion de censure sur motion de censure sur motion de censure. Donc l'hypothèse de la cohabitation, en réalité, elle s'éloigne à cause du précédent qui a été celui d'Emmanuel Macron de refuser donc, cette cohabitation. Par ailleurs, depuis 2020, on assiste également à une autocratisation autour du Conseil de défense. Donc, ce Conseil de défense, c'est une verticalisation du pouvoir autour de la figure présidentielle, avec des décisions qui sont prises dans des conseils des ministres resserrés et dont les décisions sont sous secret défense. Donc, il y a toute une série de mécanismes d'autocratisation qui ont été mis en place par le gouvernement actuel et qui pourront être réutilisés par le prochain gouvernement. Et enfin, les dynamiques de proto-fascisation ou de néo-fascisation ont aussi été mises en place sous le quinquennat et sous les 2 quinquennats d'Emmanuel Macron. Donc, ces dynamiques-là, elles sont plus manifestement en violation directe du droit international et du droit constitutionnel. On peut penser à la violation de nos obligations internationales en matière de droit des étrangers, en particulier violation des arrêts de la CEDH par Gérald Darmanin, notamment le renvoi de ressortissants qui ne devaient pas être renvoyés selon l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. On peut penser aussi à la suspension de TikTok en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki, donc pendant l'état d'urgence décrété par le gouvernement d'Emmanuel Macron récemment, avec un Conseil d'État qui valide l'essentiel du dispositif, c'est-à-dire un empilement d'états d'urgence en violation même, avec des mesures prises en violation même de la loi sur l'état d'urgence, et ce qui a été validé par le Conseil d'État. Donc une zone d'expérimentation de mesures extrêmement contraires au droit international des droits humains en matière de droit des étrangers, et puis dans les territoires colonisés que sont la Kanaki. Donc ces 3 grandes dynamiques, illibéralisme, autocratisation et fascisation, sont déjà en place pour être ensuite utilisées par le prochain gouvernement qui pourra arriver au pouvoir. Alors évidemment, cette dynamique en 2027, si elle se pérennisait, si elle s'accélérait, elle ne vient pas de nulle part. Elle s'inscrit dans un contexte autoritaire mondial qui, à la suite en fait, de la mondialisation des états d'urgence, a créé cette triple dynamique, autocratisation, illibéralisation et fascisation, donc avec les lois qui suspendent pour des ennemis désignés, typiquement le migrant, le musulman, l'ensemble des dispositions du droit international des droits de l'homme. Donc ça, c'est une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2001 qui a été suivie par tous les pays, et c'est le point de départ donc, de la dynamique aussi en France d'autoritarisme. Alors maintenant, sur les programmes du RN, de la droite et du centre. Alors, premièrement, si le RN n'est pas
officiellement au pouvoir, il gouverne déjà. On peut citer évidemment la priorité nationale. Donc cette priorité nationale, elle existe déjà. À l'université, elle a déjà été mise en place. 2026, c'est l'inscription, la multiplication par 16 des droits d'inscription à l'université pour les étudiants extra-communautaires. C'est également la fin des APL pour les étudiants extra-communautaires. Donc cette priorité nationale, elle est déjà dans les programmes, elle est déjà mise en œuvre. En ce qui concerne le durcissement du droit du sol, le durcissement du droit au regroupement familial, il a été mis en place aussi par les lois immigration. On pense également à la présomption de légitime défense pour les policiers, qui est une proposition très ancienne du RN, qui est désormais donc mise à l'agenda parlementaire par un député LR. On peut penser également à la loi séparatisme, qui institutionnalise l'islamophobie d'État, également l'infraction d'apologie du terrorisme. On pense à la loi narcotrafic également. Donc toutes ces mesures-là qui ont été mises en place par le gouvernement avec les voix de la droite sont déjà le programme du RN matérialisé. Récemment, il y a aussi eu la création d'un nouvel état d'exception dans la loi de programmation militaire, l'état d'alerte de sécurité nationale, qui a donc été adopté par le gouvernement, par le LR et par RN. Donc, ces grands axes programmatiques du programme du Rassemblement national, qui ont été repris par la droite et par le centre, sont déjà présents. Alors, ce qui va m'intéresser dans le temps qui m'est imparti et qui me reste, ce sont deux institutions qui peuvent réellement faire basculer notre régime dans un régime beaucoup plus autoritaire, qui est la conjonction du référendum et de l'état d'urgence. Historiquement, c'est de cette manière-là que la République de Weimar a basculé, par, donc, premièrement, la déclaration de l'état d'urgence en 1933, qui autorise le gouvernement, donc Hitler, à légiférer sans passer par le Parlement. Et ensuite, il y a eu un référendum en 1934 pour fusionner chancelier et président, et c'est la naissance du Führer. Donc, référendum plus état d'urgence, en particulier pour réviser la Constitution, c'est le mode de basculement typique d'un régime semi-présidentiel vers un régime complètement dictatorial. C'est ce qu'on a vu aussi avec la Turquie, 2016, état d'urgence face au coup d'État avorté, et ensuite référendum pour faire basculer le régime d'Erdogan dans un régime semi-présidentiel beaucoup plus autoritaire. On a vu ça aussi en Russie en 2020 avec le référendum. Donc, référendum plus état d'urgence, en particulier pour réviser la Constitution, qui est dans le programme du Rassemblement national, fait courir un grand risque à notre République. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les programmes du RN, donc que ce soit Bardella, Marine Le Pen ou autres, si on regarde le programme de Édouard Philippe, si on regarde le programme de Retailleau, mais également d'Attal, il y a le référendum qui est considéré comme l'un des moyens de légiférer. Et deuxièmement, il y a la nécessité de mettre en place des états d'urgence, en particulier en ce qui concerne le narcotrafic, donc, qui vise en particulier les quartiers populaires. La spécificité du RN, c'est d'utiliser le référendum pour réviser la Constitution. C'est ce qu'on ne trouve pas dans les programmes des autres candidats. Alors, le programme du RN, il est très connu. La proposition de loi constitutionnelle a été déposée en 2024. Il s'agit de réviser la Constitution par l'article 11 pour inscrire la priorité nationale dans la Constitution et ainsi pouvoir déroger à l'ensemble de nos droits et libertés constitutionnels, mais également d'inscrire dans la Constitution une inversion en réaffirmant la primauté du droit constitutionnel sur le droit international, ce qui, soit dit en passant, existe déjà dans notre Constitution en réalité, mais enfin, de faire en sorte que ce soit affirmé pour avoir la légitimité de déroger à la Convention européenne des droits de l'homme et aux autres conventions, notamment la Convention sur le droit d'asile. Donc Marine Le Pen, et c'était déjà le cas de Jean-Marie Le Pen, propose une révolution référendaire gouvernée par référendum.
Ensuite, un état d'urgence pour tout ce qui concerne le narcotrafic, et puis les dissolutions, donc recours aux outils qui ont été mis en place par le gouvernement précédent, dissolution des groupements, en particulier évidemment des groupements de gauche et d'extrême gauche. Dans le programme d'Édouard Philippe, on a une procédure qui est proposée, qui pourrait être prise par le RN. Alors je vais vous la détailler. Donc, Édouard Philippe a proposé d'utiliser le référendum de l'article 11, non pas pour réviser la Constitution, mais pour demander une habilitation à légiférer. C'est ce qu'avait fait De Gaulle. Alors, pardon, j'ai oublié de dire, mais je pense que c'est connu pour vous tous, De Gaulle avait révisé la Constitution par article 11 en 62, en violation de la Constitution, et il l'avait fait pour introduire l'élection du président au suffrage universel direct. Le Conseil constitutionnel avait décliné sa compétence. Donc là, Édouard Philippe, c'est ce que propose de faire le RN, mais pour inscrire la priorité nationale. Édouard Philippe, lui, propose une habilitation législative, c'est-à-dire il demandera aux Français de lui donner et de donner au gouvernement l'habilitation pour prendre par ordonnance des règlements. C'est ce qu'avait fait De Gaulle en 61 et 62. Donc il avait, par un référendum, demander l'habilitation législative pour mettre en place toutes les mesures utiles pour régler la question algérienne. Donc c'était en 61 et en 62 qu'il l'avait fait. Il avait notamment mis en place des tribunaux spéciaux contraires au droit international pour juger en particulier les membres de l'OS, etc. Cette cour spéciale était complètement contraire au droit international puisqu'il y avait la peine de mort et surtout il n'y avait pas de droit de recours. Le Conseil d'État s'y était opposé et le général de Gaulle avait menacé de supprimer le Conseil d'État, un petit peu comme ce qu'il avait fait avec le Conseil constitutionnel en 62. Donc c'est la proposition que fait Édouard Philippe qui pourrait être reprise par le Rassemblement national. Quant à Bruno Retailleau, il propose également des référendums sur l'immigration, des référendums sur la primauté du droit national. Il propose également des états d'urgence anti-trafic, des créations de zones d'état d'urgence dans certains quartiers. Et pour aller jusqu'au centre, extrême centre, Gabriel Attal aussi propose de passer par le référendum, même s'il n'a pas encore détaillé la manière dont il utiliserait ce référendum. Donc nous avons un consensus sur l'utilisation conjointe du référendum et de l'état d'urgence qui permettrait donc à ces partis de l'extrême droite, de l'extrême centre, de réellement faire basculer notre 5e République dans un régime donc autoritaire, illibéral et néofasciste. Alors je vais prendre 1 ou 2 minutes pour le que faire. Donc face à cette possibilité, il y a des propositions qui existent qui visent à restreindre le champ du référendum ou à mieux contrôler l'état d'urgence. En réalité, restreindre le champ du référendum, c'est proposer moins de démocratie face à moins de démocratie. Donc ça ne peut pas être une solution souhaitable. Deuxièmement, proposer un meilleur contrôle parlementaire, ça ne peut pas être une solution souhaitable dans l'hypothèse d'une majorité absolue au Parlement du bloc central et du bloc d'extrême droite. Et enfin, compter sur les juges ne peut pas non plus être une solution possible puisque le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État sont également plutôt favorables à ces mesures attentatoires aux libertés, on l'a vu dans leur jurisprudence. Donc la solution ne peut passer que par des solutions extra-institutionnelles et en particulier la réappropriation du référendum, en particulier le référendum constituant, par des assemblées citoyennes sauvages, par des mobilisations qui peuvent déboucher dans des processus constituants et qui permettent donc de mettre en échec à la fois les référendums et la mise en place des états d'urgence promise par ces partis. Merci beaucoup.